ce 7e First Talk. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce décor féerique de rêve de Noël. Avec moi tous les lundis, je ne suis pas sûre qu'il ait été ça, je ne suis pas sûre qu'il mérite un cadeau cette année. C'est Rohan, ça va? Non, je mérite pas grand-chose. On n'est pas non plus au Galeries Lafayette. Tu parles de décor féerique. Mais je sais, c'était Tu bon. veux faire rêver les gens. Voilà. Mais nous, on leur dit la vérité aux gens. On n'est pas là pour leur mentir. Et toi, est-ce que tu mérites un cadeau? J'en mérite plein, j'ai été très sage cette année et je suis très content de vous retrouver pour cette dernière émission de 2016, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Non, dernier First Talk de 2007. Ah oui, bien sûr. Cette émission de débat du lundi de 2016. Au programme, on fera un focus sur Bradley Beal. Ensuite, on parlera des Timberwolves. Et puis, on fera un petit French kiss. Ne vous inquiétez pas, ce sera juste après l'actu de la semaine. C'est vendeur. Hein. Bryant, on the move, with the jumper. He got it! Au menu des news, il n'est pas le plus bling-bling, c'est Tim Duncan. Pourtant, il a 5 bagues pleines de diamants. Et ben oui, parce qu'il est 5 fois champion de NBA. Et c'était hier soir à San Antonio que les Spurs ont retiré le maillot de la légende Tim Duncan. C'était un mot. On l'attendait, ça avait été annoncé il y a quelques mois. C'est vrai que c'est bizarre ce sapin là, je te vois pas trop Tom. Et ça a été une cérémonie vraiment très émouvante, marrante aussi, comme savent bien faire les Américains. Greg Popovich, Manu Ginobili et Tony Parker ont pris la parole et chacun à leur manière ont été très poignants et très marrants. Ouais, surtout marrant. C'est vrai c'est drôle parce que cette cérémonie a été drôle. Tout le monde avait envie de se marrer. Il y a eu des moments d'émotion. Greg Popovich a eu sa petite larmichette. Mais Tim Duncan, c'est pas un mec marrant de base. Alors qu'en fait, tout le monde dit que dans le privé, c'est un gars drôle, qui fait des blagues, que tout le monde adore. Tony Parker a dit que dans tous les grands moments de sa vie, il était présent avec un petit texto ou sa présence tout simplement. Mais c'était surtout le moment de saluer un joueur extraordinaire, le meilleur sur son poste. 5 titres, 3 MVP des finales, 2 MVP tout court, 15 All-NBA Team, 15 fois dans la meilleure défense, 15 NBA Defensive Team, pas dans la meilleure défense, mais dans une des 3 meilleures défenses, et 15 fois au All-Star Game. Tim Duncan est un joueur incroyable, à plus de 1000 victoires en saison régulière, rien que ça. C'est un joueur unique qui a fait franchir cette franchise des Spurs, qu'on a fait l'une des meilleures franchises de tous les sports américains confondus. On se souvient, avant qu'il arrive, avec David Robinson, c'était une équipe qui n'arrivait pas à trouver les finales, qui était souvent dans les coups, qui jouait le titre chaque année, mais qui se cassait les dents, en demi-finale de conf notamment. Et l'arrivée de Tim Duncan a tout changé. Et très tôt, dès 99, ils sont champions une année du local. Donc, et pour les sceptiques, 2 ans après, ils regagnent, ou 3 ans après. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, ils regagnent. Et puis voilà, il a avec Manu Ginobili et Tony Parker, formé peut-être l'un des premiers Big Three aussi. On a tendance à l'oublier. Greg Popovich dit que c'est son âme sœur, donc je me doute qu'ils ont plein de souvenirs en commun. Mais vous, est-ce que vous avez... Il lui doit beaucoup, Greg Popovich. Moi, ce qui va me marquer de Tim Duncan sur sa carrière, c'est les finales face aux Detroit Pistons. C'est une finale où Tim Duncan est à l'intérieur, joue pivot clairement, même s'il commence avec Nazer Mohamed. Très vite, c'est Robert Horry qui rentre. Et Robert Horry, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses limites. Ses limites, c'est pas d'aller non plus à l'intérieur maillotché. Et en face, il y avait ni plus ni moins que les 2 Wallace, Ben et Rachid. Et il fait des finales, et je le répète souvent, c'est pas la première fois que je le dis, il fait des finales en 7 matchs monstrueuses dans le combat permanent. Un coup c'est Rachid, un coup c'est Ben Wallace, et il fait des finales monstrueuses dans le combat. Alors, des 2 côtés du terrain. Et des 2 côtés du terrain. Il fait des. C'est l'année où il finit presque en quadruple-double sur un match. Là. Et les Spurs l'emportent finalement en 7 matchs. Tony Parker était lui face à Chauncey Billups. C'est peut-être les finales où il a le plus souffert. Les finales NBA où il a le plus souffert. Et voilà. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est ce qui me restera, c'est ces finales énormes qui avaient montré à quel point c'est un joueur magnifique. Ouais, moi, il y a 2 trucs. Le souvenir, entre guillemets, triste, c'est sa claquette manquée contre Miami. On se souvient. Ouais, il gagne l'année d'après. C'est pour ça que c'est un souvenir triste. J'en peux aller au bout. Non, c'est un souvenir triste parce que cette claquette, on voit toute la détresse. Au 7e match, tu dis, oh non, Tim Duncan ne va pas s'arrêter là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est derrière, il a transmis tout son leadership aux autres, donc Tony Parker, Leonard, Ginobili. Et il va gagner, les autres vont gagner ce titre pour lui. Il a un rôle très important, mais ils vont le gagner pour lui. On sent que, lui, il s'en fout d'être MVP des finales. Tony Parker l'a été en 2007, Leonard l'a été en 2014. Lui, il s'en fout d'être truc. Ce qui compte, c'est d'être champion à la fin. Et c'est cette âme de leader, joueur ultime, mais d'un autre côté, je peux faire passer le flambeau. C'est peut-être l'un des seuls qui a réussi à passer ce flambeau en étant toujours très performant. Pas en étant, je suis cramé, je suis blessé, je laisse le flambeau, j'ai pas le choix. Non, lui, il était encore très fort et pourtant, il a laissé ce leadership à d'autres joueurs. Il a toujours su faire ce qu'il fallait tout au long de sa carrière pour gagner. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand il était au top, il disait donnez-moi la balle. Quand il était au top, il disait je vais te faire la passe et je vais défendre et je vais apporter ce qu'il faut pour gagner. Et ça, c'est pas le meilleur poste 4 de l'histoire pour rien. C'est parce qu'il a toujours su faire. Dit qu'il a toujours été généreux, qu'il a su donner. Il a toujours su faire ce qu'il fallait pour gagner. Et c'est à ça finalement qu'on connaît les grands champions. Et n'oublions pas, parce que souvent on pense au collectif des Spurs et tout ça, normal, sur le titre de 2014, oui, c'était extraordinaire.
On n'oublie pas quand même que sur les 10 premières années, il prend tous les ballons et c'est que du post-up, mon gars, il les joue tout seul, tire avec la planche et il joue la plupart des ballons de son équipe. Beaucoup d'isolation, un jeu très flow, n'importe quoi, slow et voilà, on joue sur demi-terrain et c'est Duncan qui jouait beaucoup de post-up. Et ça, faut pas l'oublier, c'était avant, on se fait des passes, on fait des kiffs et tout, hein, clairement. Dans l'actualité également, 2 coups durs pour Washington. Bien, le premier, c'était la défaite hier soir face aux Clippers. Et la deuxième, c'est Blake Griffin qui va se faire opérer du genou. Et bon, ça, c'est compliqué. Ouais, alors c'est les Clippers qui ont perdu hier soir à Washington. C'est pas l'inverse, c'est pas grave. Et oui, donc un match un peu curieux. Ils ont pensé à une première mi-temps maîtrisée de la part des Clippers. On les sentait un début de troisième quart-temps aussi où il y a un écart de +8 avec J.J. Redick qui commence à mettre dedans. Et là, ben, finalement, ils ont du mal à tuer le match, hein, on va dire ça comme ça. Et puis derrière, finalement, Bradley Beal prend feu. Et nouvelle défaite des Clippers face à un petit, on en parlait ce matin dans le breakfast, Thomas. Ils me rassurent pas énormément, moi, ces Clippers. On est sur, clairement, ils perdent hier. Mais ce qui nous intéresse, c'est la blessure de Blake Griffin qui donc, a un gros coup d'arrêt, blessure au genou. Il se fait opérer, donc on ne sait pas exactement ce qu'il a. On imagine que c'est une arthroscopie. 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 Alors, pour Noël, alors on va faire un petit... Pour je Noël, voudrais 10 séances. 10 séances d'orthophonistes. Bon bref, donc Blake Griffin. Mettez-en 15. Blake Griffin, donc 21 points, 8,8 rebonds, 4,7 passes, 48% au tir, 22% à 3 points, c'est pas top, même s'il a progressé, il est beaucoup plus fiable sur le tir extérieur. Donc il s'est blessé, il enchaîne les blessures. On se souvient, l'année dernière, ils ont joué les Clippers sans lui sur une grosse partie de la saison. Et donc là, dans un moment qui est plus difficile pour les Clippers, hein, ils avaient commencé très rapidement, record de bilan pour le départ pour la franchise. Là, aujourd'hui, ils ont plus de mal à enchaîner. Bon, il reste prétendant, c'est pas trop grave. 3 à 6 semaines pour lui. Il faut qu'il revienne très rapidement pour que cette équipe continue de marquer de son empreinte cette saison. Mais justement, par rapport à la longue absence de l'année dernière, ça n'avait pas trop mal réussi aux Clippers. Ce qui est drôle, c'est que depuis 2 ans, c'est comme ça. Mais avec Chris Paul, on voit très vite les limites après en play-off. L'année dernière, il n'est pas en play-off et face à Portland, ils explosent complètement. Et s'il y a Blake Griffin, on imagine que le scénario est tout à fait moindre. Donc, ça fait quand même 2 ans qu'on expérimente sans Blake Griffin. Alors, en saison régulière, ça peut passer. En playoff, ça ne passera pas. C'est une équipe qui ne peut pas franchir de cap sans sa star Blake Griffin, qu'on ne se trompe pas de débat. N'oublions pas qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Enfin, il peut activer sa player option, il va le faire. Voilà. Ils ne sont pas Rasta, mais les Rockets, eux, ça va. C'est plutôt cool pour eux. Ouais, mais oui, ça va pour eux aussi et pour moi. Avec 10 victoires de suite. Enfin, pour eux, pas pour moi. Ouais, ça va bien. Ils ont la baraka, comme on dit. Ils étaient tellement en galère à Minnesota et finalement, c'est passé. Pour eux, en ce moment, ils ont la baraka, ils mettent dedans. James Harden est sur un nuage, Eric Gordon aussi. Et puis, c'est une équipe qui sait trouver. Tout le monde parle le même langage, tout le monde joue de la même façon et ça marche. Et Ariza, tout ça et tout le monde marche. Ils avaient bien commencé la saison, c'était un bilan plutôt équilibré. Ce qui est dingue, c'est qu'en allant gagner à Golden State, en prolongation, on se souvient au terme d'un match vraiment incroyable. C'était vraiment cool. Voilà, ils gagnent ces 10 matchs donc contre Denver, Boston, les Lakers, OKC, Dallas, Brooklyn, Sacramento et Minnesota. Donc, on va dire que c'est... New Orleans, non ? Ouais, Nouvelle-Orléans, t'as raison. Voilà, c'était un calendrier où il fallait prendre des matchs. Ils n'ont pas seulement pris des matchs, ils ont défoncé tout le monde. Moi, ce qui me marque dans cette équipe, c'est le shoot à 3 points. Donc, ils ont battu le record fin novembre du plus grand nombre de tirs tentés à 3 points, c'était 50. Et donc là, contre Minnesota, 61 tirs tentés, 24 à 3 points, 24 tirs réussis à 3 points. Donc, record là-dessus sur les 2 trucs. Record 30 tirs à 3 points sur la première mi-temps, tentés 31 sur la deuxième. Donc, c'est 2 records. Les mecs ne font que tirer à 3 points et ça marche. Ouais, mais est-ce que ça va marcher sur la longueur ? Voilà, le grand problème, c'est ça, tu as raison. C'est est-ce que cette tactique de tirer beaucoup, énormément, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA à 3 points, ça peut marcher sur la durée? Moi, j'y crois. J'ai du mal à y croire. On connaît le problème de l'adresse, c'est qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Non, mais sur la durée, c'est compliqué d'y croire. C'est bien de les comparer aux Warriors. Ils les ont battus une fois, certes, mais les Warriors shootent aussi beaucoup à 3 points. Un peu moins, mais shootent. C'est quand même une arme. D'accord, mais c'est quand même une arme aussi très importante. Mais justement, les Warriors proposent d'autres choses. Un petit peu plus de drive, on va plus finir, même si James Harden va quand même souvent sur la ligne provoquer des fautes et aller, marquer des lay-ups dans la raquette. Mais derrière, ça défend mieux. Moi, surtout, le gros problème, c'est pas qu'ils shootent beaucoup à 3 points, c'est que derrière, ils sont capables d'avoir des trous d'air défensifs. C'est surtout ça, on a vu sur le tableau de Pierrot. C'est la 20e défense de la Ligue. C'est pas étonnant non plus. C'est pas étonnant, mais c'est en ça, moi, s'ils sont capables d'avoir des vrais trous d'air défensifs et ils ne vivent et ne meurent qu'avec leur attaque. Ils sont pas capables, le jour où ils mettent pas dedans, ils sont pas capables de mettre des séquences défensives, à part Pat Beverly, qui est un petit peu seul par moment, et Trevor Ariza. Et Clint Capella, ça fait quand même un bel axe.
un bel axe de mecs qui peuvent courir et défendre. Tu l'as dit, Beverley. Clint Capella, c'est plus en hauteur sur du deuxième rideau. Oui, mais bon, pourquoi il joue et pourquoi il est bon, c'est parce qu'il a les cannes et il peut jouer en défense. Mais moi, je trouve que c'est bien. Tu sais, alors Ford, cet été, a dit j'ai beaucoup hésité entre Boston et Houston. Moi, je trouve que pour la formation de cette équipe, avoir Clint Capella qui est capable de courir, qui ne demande rien et qui peut défendre, et dans un truc, je trouve que c'est par exemple, s'il y a un meilleur rapport qu'alors Ford. Alors Ford est un meilleur joueur, mais au bout d'un moment, c'est l'alchimie et comment se construit cette équipe. Là, aujourd'hui, ils se sont trouvés, tu l'as dit. Moi, j'aime beaucoup l'apport de Patrick Beverley qui, depuis sa retour de blessure, met une pression défensive sur les mecs. Mais c'est extraordinaire à voir jouer. On voit pas des joueurs NBA prendre les mecs tout terrain. Allez, viens mon gars, je vais te regarder. On l'a vu avec Westbrook plusieurs fois. Voilà, il est là, il est dans le défi physique et ça, moi, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Dans le retour à Minnesota, c'est lui qui va gagner des ballons, c'est lui qui va mettre des pressions incroyables. Et ça, on le voit à Boston avec Marcus Smart et Avery Bradley. Mais sinon, on le voit très peu. Donc, pour faire un point sur Houston, ils sont 3e de la conférence Ouest avec 21 victoires, 7 défaites. Invaincu donc en décembre. Et le prochain match, c'est mardi face aux Spurs. Un derby texan. Mais on va voir si Houston est vraiment. 11e victoire de suite. Est-ce que Houston est vraiment l'ogre de ce mois de décembre ou est-ce qu'ils ont profité d'un calendrier? C'est un vrai bon test. C'est un vrai bon test pour eux. Ça va être un match intéressant qu'on va suivre forcément. Clairement. Ce n'est pas mon cousin, lui, pourtant son nom porte à confusion. Demarcus Cousins. Wesh cousin, il a encore fait une vraie truc. Il va tomber de sa part. Je le sens. Il a menacé un journaliste, mon cousin. Non, pas mon cousin. Cette semaine, ce n'était pas la première fois, donc on regarde. You're gonna have some real fucking issues. Don't ever mention my brother again. You don't know my fucking brother. Okay, that's good. Coward. You say whatever the you want to say about me, but don't mention my family. Bon, voilà une séquence qui ne va pas arranger sa réputation, je crois. Voilà, c'est ça, sa réputation. Il n'y a pas bonne réputation des Marcus Cousins, c'est avec ses images. C'est rare d'avoir des images comme ça de vestiaires où les mecs se lâchent complet comme ça. Donc en fait, l'histoire, c'est donc un journaliste d'un journal local écrit de temps en temps des petits articles sur des Marcus Cousins qui, lui, n'apprécie pas. Donc après la bagarre, on se souvient à Houston avec Matt Barnes, avec une meuf en boîte. Je dis quoi? Houston. Ah oui, à New York, c'est à New York. Je me souviens à New York. Dans un club, bref, ils se sont fait arrêter, pas arrêter une bagarre. Bon, bref. En tout cas, il a écrit, ce journaliste, des trucs sur son frère et lui, il n'a pas kiffé, clairement. Et donc, il arrive en disant tu ne parles pas de ma foutue famille, pour éviter les gros mots. Et voilà, donc, il rentre dans un petit jeu et ça fait 1 an que ça dure. Ouais, c'est une longue histoire entre les deux. Il est vaillant, le journaliste, hein, il bronche pas. Il attend son chèque. Moi, je pense qu'il attend de prendre une tarte, de s'allonger et de prendre un petit million. Voilà. Tu vois, ambiance Ligue 1, mon gars. Marco Simone et Ravanelli, gros. Par terre comme un fou furieux. Mais je crois que tu as raison, il est là, il attend. Mais après, c'est des trucs dont on parle jamais. Mais ça arrive tout le temps, dans tous les sports, les journalistes qui écrivent, qui font leur travail et qui, de temps en temps, ont quelques cibles un peu plus, ils appuient un peu plus leur tacle, disons, et les joueurs, les sportifs qui vraiment pas. Et donc, dire, regarde, Anelka, ça fait ça pendant toute sa saison, toute sa carrière. Voilà, de Marcus Cousins, il faut faire juste attention parce que mauvaise presse, au bout d'un moment, tu le payes. Ouais, justement, est-ce que c'est son équipe qui va payer l'addition? Son équipe, ils vont serrer les boulons. Son équipe, je pense qu'elle a d'autres problèmes. Aujourd'hui, Demarcus Cousins est le leader. Il n'y a pas grand monde qui prend le relais derrière. Rudy Gay, qui a fait un bon début, est en train d'un peu de... Pourquoi tu dis qu'ils ont d'autres problèmes? Je trouve pas justement que c'est ça le problème central? C'est que leur star... Moi, je pense qu'ils ont d'autres problèmes dans le jeu. Je pense qu'ils ont des problèmes pour construire une équipe cohérente, mon gars. Au bout d'un moment, c'est facile de... C'est facile de quoi? Moi, je vois que le leader, il est encore dans les histoires et il ne porte pas son équipe. C'est ce que je vois, moi, en tout cas. Mais quelle équipe? Son équipe de National 3, excuse-moi. Le mec, c'est pas un dieu. Ok, d'accord. Tu sais ce que je pense de... Tu sais ce que j'en pense aussi. Oui, mais moi, je pense que tu avec lui. Ouais, mais moi, je te trouve très, très dur avec lui. Mais parce qu'il gagne pas de match. Moi, je vois le constat. Toi, tu me dis, il fait des stats. D'accord, mais c'est fini. Enfin, il va gagner les matchs tout seul. Au bout d'un moment, ils ont perdu de 20 points à Dallas. Il met 33. Les autres, le meilleur score derrière, c'est Tellison à 10 points. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Cette franchise est une franchise catastrophique qui rate ses drafts, qui a des bons tours de draft chaque année, qui les rate, qui fait n'importe quoi, qui est incapable de construire autour d'une star, qui est incapable de la tenir aussi, parce que ça fait partie d'une franchise de qualité de savoir tenir ses stars. Regarde les Cavs avec J.R. Smith, qu'ils ont su faire. Voilà, c'est tout. À 30 piges. Ouais, bon, bref, cas à part. Bref. Pour finir de l'actualité, un homme qui est fashion addict
en dehors des terrains et triple-double addict sur le terrain. Évidemment, on parle de Russell Westbrook et on vous propose toutes les semaines une Russell Mania. Ben oui, parce que forcément, avec ce gars-là, toutes les semaines, une perf extraordinaire. Donc forcément, il était temps, c'est la 7e fois, c'est la 7e émission et chaque semaine, on a un mot pour Russell Westbrook qui fait des stats de toute manière qui ne veulent rien dire. Donc on n'a jamais vu ça, de toute façon, avec Oscar Robertson, c'est le seul qui est peut-être sur la route du triple-double en moyenne sur la saison. Donc on a décidé de chaque semaine, on allait parler de lui. Et là, on va parler de lui, pourquoi ? Parce que contre Phoenix, il a fait son match et référence, on va dire, 26 points, 22 passes, 11 rebonds. Là, on est à des niveaux... Et une impression visuelle incroyable, une domination. Alors en face, il y a Eric Bledsoe, qui n'est pas quand même le dernier des meneurs, surtout que physiquement, même s'il est plus petit, il peut quand même lui rendre un petit peu de... Et en fait, il n'a pas existé. D'ailleurs, les Suns n'ont pas existé dans tout le match. Il a donné une impression de surdominer ce match-là. 22 passes, la classe en plus. Il a fait une Bodiroga, mais version accélérée à 2000 à l'heure. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça, parce que la Bodiroga, on la voit jamais en NBA. Franchement, on la voit jamais. Nous, on adore ça en tant qu'Européens. On l'a vu, on l'a côtoie, on l'a tous tenté à l'entraînement, des trucs. Là, il l'a placé, ça allait tellement vite. Boum, petite passe gros dunk de Steven Adams. Russell Westbrook, là, on est en train de faire des trucs, donc on va rappeler ses stats, on les a pas dit. 30 points, 11 passes, 10,5 rebonds, 5,6 pertes de balles. Ouais, on oublie parce que là, les stats sont incroyables. Ça fait partie, on est obligé de lui accorder cette largesse autour des pertes de balles. Tant qu'il gagne des matchs. Voilà, tant qu'il gagne des matchs. Et ce que je veux dire sur Russell Westbrook et le Thunder, c'est que je trouve qu'il joue de mieux en mieux. Et ça, c'est à souligner. C'est à souligner. Je trouve qu'il fait des stats, il fait des choses et que son équipe, il est impliqué. Il y a des mecs qui sortent du banc qui apportent des choses. Oladipo est blessé, mais ils arrivent quand même à gagner des matchs. Voilà, c'est une équipe. Je trouve que Kanter, comme il s'appelle Adams aussi, font des choses. Le rookie Sabonis fait des bonnes choses. C'est une équipe qui joue de mieux en mieux et qui se trouve. Super intéressant à voir. Bon, voilà pour l'actu. Nous, on passe au focus du match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Hier soir, vous avez pu le suivre sur le Snap avec Erwan et Thomas. Eh bien, il s'agit forcément de l'homme du match avec 41 points. Le focus du match, c'est donc sur Bradley Beal. Bradley Beal, le meilleur homme du match, c'est lui qui a fait basculer la rencontre, on l'a dit tout à l'heure. Plus 8 pour les Clippers au début du troisième quart-temps. JJ Redick qui commence à prendre feu. Et finalement là, les Wizards qui recollent, qui reviennent et qui passent même devant grâce à un énorme Bradley Beal qui a trouvé de l'adresse et qui fait basculer le match. Il a été fort. Donc 41 points pour Bradley Beal, 18 dans le troisième quart-temps. On a retrouvé ce mec plein de potentiel qu'on avait senti, pas sur les playoffs l'année dernière. Ils n'étaient pas en playoffs, c'est normal. Les playoffs l'année d'avant, on avait senti qu'il avait passé un cap. En playoffs, faire des performances offensives comme il l'avait fait, c'était pas rien. Il a été beaucoup blessé, on le sait. C'était contre les Hawks, Thomas. Ouais, au premier tour. Au deuxième tour face aux Hawks. Il se réveille. Il sweep Toronto, il est très bon, il est à quasiment 20 points par match. Et face aux Hawks, il perd en 4 ou 5, en 5 ou 6 et il est à 25 points de moyenne. Ouais, il avait été très fort. Donc en tout cas, sur la saison, notre ami Bradley Beal est quand même à 22,8 points, 46% au tir, 41% à 3 points. Et là, ça commence à être très sérieux pour ce joueur en carrière. Hein. Pour l'instant, ouais. Et non, clairement. Et là, en plus, quand on voit ses stats sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, 27 points, 51% au tir. Bradley Beal est en train de... je sais pas, de s'épanouir peut-être à côté de John Wall, je sais pas. Moi, j'attends quand même de sa part un peu plus de régularité, déjà au niveau des blessures et même au niveau des performances. Bradley Beal, on connaît son talent intrinsèque. Maintenant, pour durer dans cette ligue, il va falloir quand même durer un petit peu plus dans le temps. On va le comparer un petit peu à d'autres sur son même poste. Tu vois, je vais te citer des... Justement, il se situe où par rapport aux autres arrières de la conférence Est? Klay Thompson, dans la régularité, il n'y a quand même pas photo. Thompson, DeMar DeRozan. Ça fait quand même des années que son équipe est bien placée dans la conférence Est, qu'il a découvert les finales de conférence. Jimmy Butler, Dwayne Wade, même si Butler... On les met dedans. Voilà, on les met dedans. CJ McCollum. On peut même Avery Bradley, qui est plus un profil défenseur, mais qui fait des choses aussi. Qui est régulier. Et Eric Gordon, qui revient mettre le nez à la fenêtre cette saison avec Houston. Donc voilà, il y a du monde. Et la grande différence qui va faire qu'il va pouvoir gagner des places dans cette hiérarchie-là, c'est la régularité. Moi, j'attends aujourd'hui de Bradley Beal des performances, jouer des matchs, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et gagner des matchs aussi avec son équipe. Ouais, ce soir, il se déplace à Indiana Pacers et puis ensuite, mercredi, ils vont jouer face aux Bulls. Il faut qu'ils fassent des coups. Ça va un peu mieux pour nos amis quand même. Ils sont sur 4 victoires en 5 matchs. Ils étaient catastrophiques. C'était l'une des plus belles déceptions de ce début de saison. C'est quand même une équipe qu'on attend, qui nous avait habitués à être en play-off avec Randy Whitman. Là, il y a Scott Brooks qui arrive. Ça ne prend pas directement. Il y a une espèce de bif sur les contrats. John Wall qui serait jaloux des 130 millions de Bradley Beal. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, et on n'est pas loin de partager cet avis, que les deux, ça pourrait ne pas marcher s'ils sont pas potes. On leur demande quand même de porter une franchise. Porter une franchise, ça veut dire quelque chose. Et s'ils sont pas potes. J'allais te lancer là-dessus. Est-ce que tu penses vraiment que Bill Wall, c'est complémentaire? Ah, mais c'est d'un point de vue basket.
Comme Lillard, McCollum l'est, comme Curry, Thompson l'est. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ça. Je pense que Bradley Beal a besoin d'avoir peut-être un peu plus la balle, que Wall. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils jouent chacun par à-coup. Je ne trouve pas une énorme complémentarité et on peut y trouver là-dessus un début de réponse par les résultats depuis 1 an et demi des Wizards, Tom. Moi, sur le principe, quand je regarde leur profil de joueurs, ils sont c'est pas qu'une histoire de jalousie. Hein. À 100% compatibles. C'est-à-dire que tu en as un qui est dans le drive, qui est meneur, qui est vraiment meneur de jeu, qui est fort sur les pénétrations. Tu en as un autre qui est quand même beaucoup plus shooter, non seulement dans les systèmes. J'entends, moi je te parle de complémentarité, je te parle des profils, ils sont clairement complémentaires. Quand ils les ont draftés l'un après l'autre, tu te dis, ah bah c'est des bonnes idées. Quand ils vont commencer à grandir et prendre du plomb dans la tête, ce sera bien. Le problème, je crois que c'est pas sur la complémentarité sportive, c'est sur comment ils s'entendent. J'ai pas l'impression qu'ils soient potes. Et c'est important si tu veux, si t'as aspiration aux grandes choses. Les Wizards avaient drafté Bradley Beal avant Harrison Barnes, par exemple. Est-ce que finalement, tu vois, à côté de John Wall, un poste 3, plus comme ça, un peu, ça serait pas beaucoup plus complémentaire? Moi, je sais pas. Il faut qu'il y ait des shooters à côté, c'est tout. Oui, mais des shooters peut-être plus dans un JJ Redick qui va moins demander de choses, qui est plus dans un il y a un poste 3 à côté, ce qui a du mal à faire autoporteur. Moi, je prends les résultats depuis 1 an et demi des Wizards, je trouve que ça va pas. Je trouve qu'en tout cas, ces deux-là ne sont pas complémentaires. Alors que ça soit sportif ou extra-sportif, peu importe, les résultats sont là depuis 1 an et demi. Il y a quand même des mecs sur qui on met du pognon, il y a des mecs qui ont un vrai potentiel star, voire superstar NBA, et ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est une équipe qui régresse même depuis 2 ans. Clairement. Voilà pour le focus du match. Et nous, on passe au débat. Wow, here we go. He went right over Bryant. Ils étaient très attendus, mais on les attend encore. Les Timberwolves sont-ils loin d'être prêts? Ouais, ils sont loin d'être prêts. Alors, c'est une équipe que tout le monde, franchement, avait annoncé au moins à la lutte pour les playoffs. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont à 7 victoires. Pour 19 défaites. Il y a 4 équipes dans cette ligue qui se disputent cette dernière place. 7 défaites, donc Brooklyn, Philly et Dallas. Ça la fout mal, je trouve, pour cette équipe. Pardon ? Merci. Oui. Ça la fout mal pour des loups timides. Merci Pierrot, c'est ça. Donc notre équipe de Minnesota qui est 16e attaque, 23e défense. Je me suis intéressé à un truc, on y reviendra plus tard, mais en tout cas sur la différence entre les 2 saisons. L'année dernière, on ne demandait rien à cette équipe, il y avait Sam Mitchell qui était en fin de parcours, on le savait tous. Ils ont amené Tom Thibodeau, très fort coach de défense, on est d'accord. Quelle est la différence sur 100 possessions jouées, 108 cette saison, 111 l'année dernière? Il y a un gros problème de ce point de vue-là, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution sur le plan de l'identité de cette équipe. Moi, je pensais que Thibodeau allait dire « vous allez vous mettre à défense, vous allez marcher au pas ». C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Mais je crois que ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais, je crois que ce qu'il a fait à Chicago autour de Derrick Rose avec des soldats, Taj Gibson, Joakim Noah, Jimmy Butler un petit peu aussi, tu vois, il avait des soldats avant tout. Jimmy Butler, avant d'être le franchise player qu'il est devenu, était un fort défenseur, dur sur l'homme. Noah était un dur au mal, Taj Gibson était un dur au mal. Là, il a des talentueux. Et des talentueux, tu peux me dire ce que tu veux, je fais partie de cette équipe-là en plus. Ces talentueux-là ne sont pas des mecs qui vont mettre la tête là où toi, tu ne veux pas mettre la main. Donc, il faut peut-être que la méthode Thibodeau évolue un petit peu. Et c'est là où j'ai du mal. 23e défense, Thomas, de la Ligue. 23e défense de la Ligue. Tom Thibodeau, 23e défense de la Ligue. Il y a un souci. Alors, il a signé Tom Thibodeau, coach et aussi président des opérations basket. Ce qui était une bonne chose, un bon choix. C'est très bien. Donc, il a les mains libres. Maintenant, il va peut-être falloir que lui, il revoie peut-être sa méthode. Alors, il faut certainement du temps, on est d'accord. Mais comme tu le disais, la lutte pour les playoffs, très bien, c'était le top. Bon, qu'ils soient un peu largués, mais là, ils sont à 7-19 avant dernier de la conférence Ouest. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on peut me dire ce qu'il veut. Il y a du matos. Mais justement, en parlant du matos, qu'est-ce qui ne va pas dans l'effectif? C'est Ricky Rubio. Voilà. Attaquons le sujet sensible. Bon, il s'appelle Ricky, mais c'est loin d'être la belle vie pour notre ami. Hein, je te dis, il fait peut-être la pire saison de sa carrière. Oui, peut-être, sûrement même. C'est catastrophique. Il a des mecs à alimenter. Donc, que dans le scoring, il soit à peine à 7 points en dessous, c'est pas très grave, mais dans les passes, il devrait tourner quasiment à 9-10 passes par match, grand minimum, avec les mecs qu'il a. Et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, Ricky Rubio n'est plus un jeune, il devrait amener une expérience. Et je trouve que dans les fins de match, alors c'est pas lui qu'on peut incriminer forcément toutes les défaites des Wolves, mais ça marche pas. Il doit amener ce rôle de meneur vétéran un petit peu, et il le fait pas du tout. Et il a des stats catastrophiques. Voilà, alors les stats de Ricky Rubio aujourd'hui, c'est 6,9 points, 6,6 passes et un 36% au tir, 25% à 3 points. On sait que c'est son gros bémol, l'adresse, mettre des points. Il rate quand même des lay-ups main droite par moment. Tu te dis, mec, t'es sérieux quand t'es un joueur NBA?
Non, évidemment, moi j'ai beaucoup d'espoir, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir en ce joueur parce qu'il a vraiment du talent. C'est un mec, quand il est arrivé à Minnesota, on l'a tous vu, il a changé quelque chose. Là aujourd'hui, on lui demande. Oui, il les a amenés en playoff. Ah non, pardon. Non, c'est pas une superstar, personne n'a demandé que ce soit une superstar, mais en tout cas, il a changé le visage d'une franchise. C'est très rare de nos jours. Carrément. Bah, dans le jeu, oui, quand il est arrivé, mec, il s'est passé un truc. Ouais, ils ont fait 3 passes au lieu de 2. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu as raison sur le rôle de vétéran. Dans une équipe qui est très très jeune, on va y revenir plus tard sur l'inexpérience de cette équipe, j'attendais de lui, dans son rôle de meneur de jeu, de driver l'équipe. De prendre la balle par moment et dire voilà, c'est moi le boss, je vais vous faire jouer, je vais donner la balle à Lavine, qui ont besoin de la balle pour vivre. C'est peut-être pour ça qu'il a peu de passes décisives, c'est que les autres aussi jouent et dribblent beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'a pas ce rôle-là. Le meilleur exemple, c'est contre Houston. On va revenir là-dessus. Ils sont quand même à quoi? À combien on avait dit? Plus 13 à 2-3 minutes de la fin. 3-4 minutes plus. Et ils sont à plus 6, plus 8 dans la dernière minute. Et t'es pas capable d'aller gagner ce match-là? Moi, j'ai pas envie que ce soit Lavine qui monte la balle. J'ai pas envie que ce soit Andrew Wiggins qui monte la balle. Prends la balle, boum, tu montes. Les gars, dégagez, je monte la balle, je la garde, je prends un pick and roll rincé, je un tir. Et voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'il prend une pression tout terrain de Beverly et qu'il n'est pas capable de monter la balle. Jordan trop, quoi. Ben là, pour le coup, en tout cas, c'est compliqué. Mais puis moi, tous ces mecs-là qui sont pros depuis qu'ils ont 11 ans et demi, et donc aujourd'hui, il a peut-être que 25 ou 26 ans, Ricky Rubio. Il est cramax de fou malade. Hein. Il est brûlé, mon gars. Il est brûlé, Ricky Rubio. Moi, je te le dis, il est brûlé. Est-ce que ça veut dire qu'il doit aller chercher la belle vie ailleurs? En tout cas, je pense qu'il va se faire envoyer ailleurs. Il va retourner en Liga Andesa, mon gars. Aller prendre du cash à Barcelone Pénal. À Badalone. Il y a la plage là-bas, c'est mieux que Minneapolis, a priori. Bon, en tout cas, non. Est-ce qu'il va se faire envoyer? En tout cas, il est dans les petits papiers pour être le premier joueur de la saison à se faire dégager. Hein. Franchement, là, en fait, on se dit, il y a Ricky Rubio qui est là. Il y a Chris Dunn qui est là, voilà, c'est un haut choix de draft, qui n'est pas prêt à jouer encore. On est tous très déçus de ses performances, donc 4 points, 2,6 passes. Mais peut-être qu'en enlevant Ricky Rubio, en lui disant maintenant tu es dans le 5, allez, joue, vas-y. De toute façon, tu vas faire des erreurs. Il va faire des erreurs. Les autres, après, ça fait beaucoup trop d'erreurs pour une équipe pour gagner des matchs. Parce que là, entre Lavine, Chris Dunn, Karl Anthony Towns, Wiggins, voilà, au bout d'un moment, les mecs, tu vois ce que je veux dire, c'est un championnat espoir. Mais ce qui est dingue, c'est que cette équipe allait un peu mieux ces derniers temps, quand même. Cet été, Thomas. Ça allait mieux. Ouais, ça va mieux, cette victoire. Il faut dire, voilà, mais ta comparaison, les bonnes, ils ont le même bilan que les Sixers. Ceci dit, on va être un petit peu positif parce qu'il y a du matos. Oui, mais là, Andrew Wiggins. Non mais. Justement, Karl Anthony Towns. Parlons-en. Karl Anthony Towns. Pour moi, tu vois, Duncan vient d'arrêter. Pour moi, c'est un peu son fils, exactement, dans le registre, même si lui, bon, c'est le basket moderne, mais il est plus au large et tout. Mais je trouve que ce poste 4 là, il va amener quelque chose. Il le maîtrise tellement, très complet, bon défenseur. J'y crois beaucoup. Andrew Wiggins, pareil, est en train de franchir un cap et tout. Zach Lavine, on en a parlé il y a quelques semaines, très fort. Maintenant, tout ça manque terriblement de maîtrise et surtout en fin de match. Regardez, allez voir les game logs sur les sites NBA. Le nombre de matchs de 5 points qui se jouent à 5 points, c'est quasiment tout perdu pour les Timberwolves. Après voilà, on les a cités. On va dire les stats vite fait. Towns, 22 points, 11 rebonds, 4,7 au tir, 47%, pardon, 34% à 3 points. Wiggins, presque 22 points. Bref, 22 points. Lavine, plus de 20 points. Donc ça fait un trio sur lequel tu peux te baser. Ils sont hyper talentueux tous les trois. Lavine progresse, on en a déjà parlé et machin. Maintenant, l'inexpérience, on le savait. On savait que c'était une équipe qui n'était pas expérimentée. On pensait que ça allait être compensé par du talent, finalement. Là, aujourd'hui, ils ont du talent, tous les trois, mais derrière, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Dieng, c'est le seul joueur à plus de 10 points sur le reste, et tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Et pourtant, il y a du matos. Shabazz Napier, Belicha, Shabazz Mohamed, c'est quand même des mecs qui peuvent jouer, apporter, mais il manque des role-players définis. Il manque des role-players, il manque surtout, je te dis, des vétérans. Des vétérans capables de dire, bon, t'attaques, de parler sur les temps morts, de jouer pour garder un peu les ballons, les possessions. La fin de match contre Houston, c'est à montrer dans les écoles de basket tellement que c'est l'inverse qu'il faut faire. Ils font tout et n'importe quoi. Quand Andrew Wiggins prend le rebond offensif, il faut qu'il retombe et qu'il ressorte et qu'il gagne du temps, qu'on vienne faire faute sur lui. Il tente une claquette compliquée. C'est mal joué. Et ça, aujourd'hui, maintenant, cette équipe-là, on sait qu'elle a un vrai potentiel et je suis même sûr qu'elle va y arriver. Par contre, elle a pris un énorme retard à l'allumage et ça, c'est pas normal. Il faut que ces mecs-là apprennent beaucoup plus vite. On parlait d'Andrew Wiggins pour le All-Star Game. Est-ce que, selon vous, c'est encore possible? À 7-19, non. Ouais. À 7-19, non. Il y a un mois, on en a parlé. Il avait les stats pour, il faisait des perfs. Il commençait à gagner quelques matchs. Le problème, c'est que ça s'est arrêté directement. C'est des bonnes stats sur son poste. Il y a du monde. C'est ça aussi le problème. Il y a le bilan collectif qui est catastrophique, l'impression visuelle, donc ça va plutôt. Andrew Wiggins fait une bonne saison, il était même meilleur shooter à 3 points à un moment donné, ce qui était quand même improbable. Mais voilà, le problème, c'est l'impression, c'est le bilan collectif et évidemment du monde sur son poste. Sur le poste 3, aujourd'hui, il y a quand même, tu vois, les KD, les machins, les trucs, ça va être compliqué d'y aller, clairement.
Est-ce que Minnesota, pour conclure, c'est la plus grosse déception de ce début de saison? Moi, c'est la plus grosse déception. Alors certains, ce matin, quand on a posé la question dans le breakfast, disaient « Oui, mais Dallas, on a parlé de Washington tout à l'heure. » Ouais, mais il n'y avait pas autant d'attentes. Dallas, c'est une équipe en fin de cycle. On ne va pas leur tirer dessus à boulet rouge, déjà parce que Steph Brun va débarquer comme un furie. Attends, Nowitzki est blessé, non Nowitzki est blessé, mais c'est pas grand-chose. Hein. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas vu le terrain, mais c'est pas grand-chose. Mais il y avait une vraie hype, il y avait une vraie envie de voir enfin Minnesota construire quelque chose, aller de l'avant. C'est intéressant de voir des équipes se construire. Et là, ouais, on tombe un peu de haut, même s'il faut du temps, et Thomas le répète souvent à juste titre, il faut du temps. À ces jeunes-là, on leur demande souvent trop tôt d'être prêts. Mais là, quand même, waouh, c'est vilain, quoi. Après, 7-19, c'est vilain. C'est vilain, mais tu sais ce qui est dingue. Mais ils vont y arriver, moi je suis persuadé qu'ils vont y arriver. Tu sais pourquoi ils vont y aller? Ils vont y arriver parce que ces 3 mecs-là, ils ont 21 ans. Oui, oui. 21 ans, ils viennent d'avoir le droit de teaser aux États-Unis, tu te rends compte? On va pas leur demander d'aller en playoff. Non, mais tu vois, l'écart, il est incroyable. Non, il y avait de l'attente parce qu'il y a du talent. Mais aujourd'hui, on a aussi le droit de dire, les mecs, vous êtes à la bourre. D'accord? Les mecs, vous êtes à la bourre et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. 7-19, c'est laid. Malgré tout, 21 piges. Ça trouve qu'ils seront 13e, 12e de la conférence, mais que dans 3 ans, ils joueront le titre. OKC a mis du temps à se mettre en place. Les Warriors ont mis du temps à se mettre en place. OKC n'a jamais eu, mais c'est un très bon exemple, OKC n'a jamais eu des bilans aussi faibles comme ça avec Durant et Westbrook. Je pense qu'on pourra regarder. Au début, c'était compliqué. Mais la première année de Westbrook, si tu regardes la première année de Westbrook, je suis pas sûr qu'ils jouaient les playoffs. 7-19. Moi, je te dis, on imaginait peut-être la lutte aux playoffs dans le meilleur des cas. Ouais. Là, ils sont même pas à 3, 4, 5 matchs. Ils ont des derniers de la ligue, quasiment. Ouais, tu vois ils ont le même bilan. Ils ont le même bilan que les Sixers. Et Brooklyn. Et Dallas. Ok, on enchaîne avec le French Kiss. Fournier lets it fly. He throws it. Avant de finir l'année, on avait envie de se faire un petit French kiss. C'est-à-dire parler des Français de NBA. C'est Thomas et moi que l'on fait, hein, comme ça, ça arrête tous les fantasmes des mecs qui voilà, oui, c'est ce que j'avais demandé à quoi vous pensiez. Zappez pour ceux qui ne veulent pas voir ça. Non, en effet, c'est un tour des Français. Mais oui, bien sûr. Un tour des Français. On ne va pas se galocher à l'antenne. On ne va pas se galocher tout court, d'ailleurs. Non, mais vous faites ce que vous voulez, les gars, il n'y a pas de souci. Donc, pour commencer, on va parler de Nicolas Batum, de Charlotte, avec 13 points. 13 points, 7,5 rebonds et 5,4 passes décisives. Toujours la même impression. Toujours la même impression avec Nicolas Batum. C'est des bonnes stats dans une équipe qui va mieux, qui est allée faire gagner un match à Atlanta. Nico a fait pas mal de stats ces derniers temps, notamment au rebond. Il s'est un petit peu plus montré en l'absence de Kemba Walker. Il a assuré des points. On aimerait, voilà, là on le voit 13-7, 7-5, au rebond c'est très bien, la passe c'est très bien. J'aimerais bien le voir au lieu de à 13-7, j'aimerais bien le voir à 15-4. Proche, se rapprocher des 16 points, 16-17, voilà. Non mais t'as raison, c'est toujours la même impression. Quand on parle de Nico Batum, on dit tout le temps la même chose, c'est-à-dire ce sont des bonnes stats, son équipe roule bien, il a un rôle prépondérant dans cette équipe, hein, on le sait, c'est la deuxième option offensive après Kemba Walker, pas seulement sur les points directs, mais sur la création, l'influence dans le jeu. Oui, Nico Batum est bien là-bas, il a l'air d'être épanoui et tout. Vas-y, mais fais-nous des stats. Mais moi, je veux voir des grandes paires, j'ai envie de voir des 40 pions. J'ai envie de temps en temps qu'il y ait des trucs. Ça, c'est pas. Je te demande pas de mettre 40 points sur une semaine, je te dis de temps en temps, bam, des triples-doubles appuyés. Ouais, mais on a le droit. C'est ça aussi la logique. Plus les triples-doubles que les 40 points. Les 40 points, triple-double. C'est pas spécialement son ADN. Après, il y a un truc qu'on ne répète pas assez chez Nico Batum, c'est que depuis le début de sa carrière, tous les coachs qu'il a eu le mettent sur le terrain. Dans le 5 souvent. Et dans le 5 souvent. Et si ça, c'est pas la preuve que ce mec-là est important pour une équipe, parce qu'il en a eu des coachs, il a déjà fait 2 franchises, et dans les 2 franchises, il a toujours eu ce rôle-là de mec, on te met sur le terrain pour commencer et pour finir les matchs. Mais dès sa saison rookie d'ailleurs. Voilà, et donc ça prouve quand même aussi la valeur immense de ce joueur-là, même si on aimerait qu'il mette 3-4 points de plus. Tu m'étonnes, il a 120 millions, il a une valeur énorme, hein, ton gars. Il se situe où par rapport aux meilleurs de son poste, un LeBron, un KD? Malheureusement, je crois. Oui, derrière. Non seulement derrière, mais en fait. Est-ce que c'est très loin derrière ou pas si loin? Je crois qu'il est quand même dans le deuxième wagon. Tu vois, alors on peut faire que dans sa conférence. Voilà, LeBron, Paul George, Melo. Qui j'oublie, il y en a forcément. Butler sur les 2-3. Ils sont beaucoup devant lui, malheureusement. C'est le genre de mec, on espérait tous, on espère encore tous, le voir un jour atteindre le All-Star Game. On aimerait, tu vois, pour lui, ce serait cool, pour les Français, ce serait cool. Maintenant, je crois qu'il n'y arrivera pas parce qu'il n'a pas cette mentalité de s'il avait ça en lui, c'est peut-être aussi ça. C'est le défaut d'une qualité. C'est le défaut de ses qualités. Mais il n'est pas de ce niveau-là. Il faut aussi se le dire maintenant, il faut qu'on arrête de dire.
il n'est pas de ce niveau-là. Il n'ira pas au All-Star Game. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller comme ça, il n'ira pas. Non, il n'ira pas. Moi, j'ai beaucoup moins de certitude que toi. Je sais qu'il est l'année dernière, sur un mois et demi, il a été capable de faire des choses. Un mois et demi. Ouais, mais après, je pense que dans la durée, il sera peut-être capable une fois ou deux de le faire. C'est-à-dire que son bilan sera incroyable et Kemba Walker, il ne sera pas. Tu vois un jour deux Charlotte, deux Hornets y aller? Moi, je suis moins radical. Alors, ça sera compliqué, mais je suis moins radical que toi. Je joue à Madame Irma. Voilà, je crois que malheureusement, en tout cas, même si on attend des fois un petit peu plus au niveau du scoring, voilà, n'oublions pas que ce mec-là, partout où il passe, on le fout sur le terrain et c'est quand même beaucoup mieux pour son équipe quand il est sur le terrain. Voilà. Evan Fournier, lui, à Orlando, il a signé 17,5 points à 44% au tir. Alors lui, il score dans une équipe qui se marche sur la tête, qui est capable d'aller gagner à Atlanta et qui est capable de prendre des pilules à domicile. En ce moment, je crois, aller voir le bilan à domicile du Orlando Magic, c'est marrant. Il fait ses stats, il répond un petit peu aux attentes autour de son gros contrat cet été. Maintenant, il est dans une équipe qui ne gagne pas de match, qui a du mal à se trouver aussi. Je crois qu'il y a eu de grosses erreurs de casting cet été du côté du Magic. Je trouve toujours dur avec le Magic. Oui, évidemment, ils sont à 12-17. Non, mais ils sont à 12-17. Tu dis qu'il y a des erreurs de casting. Moi, je crois qu'ils ont pris des bons joueurs. Maintenant, il faut faire le tri. Tu vois, plutôt, ils ont pris beaucoup de trucs sur le même poste. Maintenant, Green, Ibaka, mais regarde, si Ibaka, moi, je te dis que si Ibaka re-signe et qu'il reste, il est en fin de contrat cet été, voilà, Vucevic est sur le banc ces derniers temps. S'ils transfèrent Vucevic et qu'ils font un step-up sur le poste de meneur, on ne dira pas c'est une erreur de casting, ces deux mecs, Biyombo et Ibaka. Je veux dire que là, ils sont dans une refonte de l'effectif complet, le coach, les trucs. Evan Fournier, en tout cas, pour revenir à lui, est meilleur scoreur de sa franchise. C'est le seul Français meilleur scoreur d'une franchise en ce moment en NBA. Et ouais, il assume plutôt. Non, on espérait le voir plus vers les 20 points. Là, ces derniers temps, il va mieux. Il fait quelques perfs à 24 et 27. C'est un vrai bon joueur de NBA qui s'assume pleinement un bon contrat et personne ne se dit oh, c'est une arnaque aujourd'hui. Ah non, loin de là. Au Jazz, il y a deux Français, pour commencer par le premier. C'est Rudy Gobert qui, lui, en ce moment, a signé 2,3 contre, au point, 11,6 au contre. Ouais. Et non, en rebond, pardon. Non, au rebond. C'est même dans tout cas, je il m'a perturbé. Au contre, il a 2,7. Bah ouais, c'est bien. Alors, Rudy Gobert, mais je pense que c'est le plus intéressant de toute la liste aujourd'hui. Rudy Gobert, aujourd'hui, a déclaré « Je pense être le meilleur pivot, sur mon poste, je suis le meilleur de la ligue entière ». Pourquoi pas? C'est bien de se le dire. Moi aussi, je pense que je suis le mec le plus maigre de l'histoire. Enfin, je sais que c'est pas vrai. Petite brise de Noël. Ouais, petite brise. Non, mais... En ce moment, il est dans la forme de sa vie. En ce moment, il est dans la forme de sa vie et son équipe marche bien. Et c'est en partie aussi grâce à lui qui est des deux côtés du terrain. Maintenant, et là, je vais te rendre hommage. Tu dis souvent que les gens, souvent, quand on écoute, disent ouais, Rudy Gobert, il progresse, ce qui est vrai, post-up et tout. Non, alors sur le post-up, arrêtons tout de suite un petit peu, regardez les matchs et vous allez voir que Rudy Gobert est souvent en fin de chaîne. Alors, c'est une qualité aussi d'être dispo, d'attraper les ballons, de mettre, d'être capable de finir. Maintenant, c'est vrai que la prochaine étape pour lui, ça sera vraiment du post-up avec des moves, des hooks, même s'il en fait de temps en temps. C'est pas encore quelque chose qu'il maîtrise. Par contre, il est tout le temps dans les bons coups, il est tout le temps bien placé et ça aussi, c'est une qualité. Non seulement il est bien placé, mais surtout on le cherche beaucoup plus qu'avant. Voilà. Tu vois, parce que mettre 20 points plusieurs fois en 2-3 semaines, là, c'est aussi parce que quand les mecs pénètrent, boum, il y a la petite passe, il va chercher beaucoup de rebonds offensifs, mettre des gros dunks, il met plutôt ses lancers ces derniers temps. Donc il y a toute cette partie offensive, donc là il est en train de briller. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est la qualité défensive. Il a encore progressé en défense. Tu vois, c'est le genre de mec, quand tu l'as dans une équipe, ta défense change. Et quand tu joues contre l'équipe dans laquelle il joue, ton attaque change. Il fait partie de cette classe de joueurs défensifs qui, un jour, pourrait prétendre sincèrement, dès cette saison peut-être, être défenseur de l'année. Parce qu'il a une telle influence défensive sur les matchs que... Plus que dire je suis le meilleur pivot de la Ligue en ce moment, je pense que oui, dire je suis le meilleur défenseur de la Ligue, c'est plus cohérent un petit peu avec ce qu'il fait. Après, on sait que Rudy, il aime bien parler, dire des choses comme ça, et c'est bien. Et c'est parce que être lisse au bout d'un moment, c'est un peu chiant aussi. Mais par contre, on va parler d'un autre Français, parce que Rudy Gobert donc, est dans la forme de sa vie et bénéficie énormément. Boris Dio est bon en ce moment. Oh, y a-t-il un effet Boris Dio s'est remis à jouer au basket. Apparemment, ça marche bien. De toute façon, ça marche avec tout le monde, Boris Dio. Boris Dio, en général, ça marche avec tout le monde quand il a envie de jouer. Parce qu'on sait que c'est un basketteur hors pair qui joue juste et qui va le trouver. Et on a vu à Memphis que les deux se trouvent très bien. Et pour juste finir sur Rudy Gobert, on parlait de très bons défenseurs. Marc Gasol qui est en feu en ce moment, qui était joueur de la semaine, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines. 4 sur 22 au tir, 8 points. Il a complètement éteint Rudy Gobert. Donc voilà, c'est sur la défense qu'il va créer qui va gagner des titres. Boris Dio, alors pour les stats, c'est 5,2 points, 2,5 rebonds et 2,4 passes décisives. Voilà. Les stats de Boris Dio n'ont jamais été représentatifs de ce qu'il est dans le jeu d'une équipe. Alors Boris Dio, il a commencé, enfin, il n'avait pas l'air d'avoir envie de jouer, hein, je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir envie de jouer. Et là, comme par hasard, Utah gagne des matchs.
Oh, Boris Dio joue, il est toujours dans le 5, ils lui ont fait confiance jusqu'au bout. Derek Favors est encore blessé, mais dans le 5, c'est un fan. Il est revenu. Non, mais il est revenu. Il était très longtemps blessé. Je veux dire, ils l'ont installé dans le 5, alors qu'avant, c'était Favors et Gobert. Donc aujourd'hui, sur ses petites passes, facilitateur, il prend des tirs, il met des 3 points. Non, Boris Dio est en train de kiffer dans cette petite équipe d'Utah qui gagne des matchs. Ouais. Ah oui, non, mais moi, je valide complètement ce que fait Utah. Il y a une vraie progression. Et Georgie, en plus, il est encore blessé. Je pense que c'est un vrai outsider de la conférence Ouest. Et je pense qu'ils vont aller en playoff, c'est là où je voulais en venir. Et sur ceux qui vont se les prendre au premier tour, pas cadeau. Bon, et concernant TP, Tony P, il fait du TP, on en avait parlé en tout début de saison. Lui, il joue juste. Il fait tourner la boutique et c'est ce qu'il fait bien. Il ouvre à 8h, il ferme à 18h30. Écoute, les chiffres sont bons, les ventes sont bonnes. Et puis voilà, TP fait du TP, il force rien. Il a aussi cette intelligence de jeu de savoir qu'il a un âge où il faut faire des trucs et moins d'autres. Voilà, tout roule pour lui. En plus, ses stats ne sont pas forcément dégueux finalement. Le bilan des Spurs roule, ils sont deuxième à l'Ouest. Allez, roulez jeunesse. Oui, clairement, rouler jeunesse pour Tony Parker. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que ce gars-là se sent bien et ça se sent dans son jeu. Il est cool, quoi. Il a l'air d'être... Il est plus blessé. Je crois qu'en fait, l'année dernière, il était vraiment blessé. Il a eu des pépins toute la saison. Et là, aujourd'hui, il joue tranquille. Il est mis au repos par Popovic quand il faut le mettre au repos. Et puis, tu l'as dit, le bilan collectif est quand même à 22-5. Ils sont sur l'autoroute du bonheur. Il y en a un, je crois, qui est assez décevant au Knicks. C'est évidemment Joachim Noah. Joachim Noah, c'est quand même, je sais... Une petite énigmasse. Non, mais moi, ça allait de moins en moins. J'ai peur vraiment qu'il soit cramé, que son corps ne le suive plus. Tu crois ? Je regarde les matchs et je suis frustré, il dit qu'il trouve pas sa place, qu'il comprend pas son rôle, il dit plein de choses. Ça, en général, de toute façon, quand un joueur commence à être cramé, il va rarement dire « je suis cramé hein. ». Il va dire « je me sens pas bien, je trouve pas ma place ». Ah, tu trouves pas ta place dans une équipe qui va plutôt bien, qui gagne des matchs. Je t'aime bien, mon grand, mais ça fait 2 saisons que tu étais quasiment out. Tu arrives à New York, il y a des mecs qui sont meilleurs que toi. Alors j'espère vraiment pas, parce que c'est un joueur qu'on adore. En plus, le voir au Knicks, c'était vraiment quelque chose qu'on avait aussi envie de découvrir. Mais là, grosse inquiétude autour de Joachim Noah. Il a perdu ses mains. T'as l'impression que il met plus un panier. C'est un mec qui, quand même, l'année où les meilleurs défenseurs de l'année, il met 10 points par match. Il met 10 points. Et puis, en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que Joachim Noah, on le sait, c'est un bon défenseur, un mec dont l'énergie influe sur un match. Et tout le monde n'a pas cette qualité-là. Il a des mains, il peut faire des passes comme ça parce qu'il a des très grandes mains. Il est plutôt adroit au lancer franc malgré son tir catapultasse, mais il a totalement perdu tout ça. On le voit envoyer brique sur brique, peut plus mettre un petit tir près du cercle. Je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. C'est vraiment, on a volé tes pouvoirs et il s'est passé un truc, tu vois. C'est pas depuis 2 ans. Demarcus qui s'était moqué de lui. Mais si, Demarcus Cousins, on se moque de toi en match. La honte, il met pas un coup de tête, rien. Il abuse Jojo là. C'était après les tirs francs, je crois. Ouais, après lancers francs, pardon. Il y en a un Français pour qui ça va pas terrible non plus. Pour d'autres raisons, c'est Yann Maïmi qui s'est fait opérer du genou gauche, il me semble, et qui aujourd'hui a une tendinite au genou droit. Il joue toujours pas. Il joue toujours pas. C'est bizarre, il sort d'une saison quand même complète et pleine avec les Pacers. Il signe à Washington et il retombe dans ses problèmes de blessure. Steph l'avait dit une fois dans un breakfast, j'ai peur qu'il soit revenu trop tôt, qu'il ait compensé avec l'autre genou. Et du coup, c'est le pire truc qui puisse arriver. Saison compliquée pour Yann Maïmi, Et concernant Kevin Serafin, aux Pacers. C'est la rengaine systématique de la carrière NBA de Kevin Serafin. Il ne joue pas. Et je fais un parallèle avec Nicolas Batum. Nicolas Batum, quoi qu'il arrive, il joue. Kevin Serafin, quoi qu'il arrive, il joue peu ou il joue pas. Questionnement sur Kevin, comment ça se passe? Changement de franchise, 2 ans de suite, 3e franchise en carrière. Il a toujours du mal à s'imposer, le temps avance. Sans dire qu'on est hyper inquiet parce qu'il a l'air d'être plutôt cool. Surtout que les Pacers sont en train de se mettre en place. Les Pacers sont en train de se mettre en place et de trouver une rotation. Et lui, il trouve toujours pas de place. Attention. Concernant Geoffrey Leverne, on en parlait tout à l'heure. Pour lui, ça va comment à Orlando? Ça va pas des masses. Ça va pas des masses. Non, mais ça va pas. Il joue pas, quoi. Évidemment, les mecs jouent pas. Geoffrey Leverne à OKC, pardon. J'ai dit Orlando. Ah non, mais. OKC, ouais. Mais il joue pas. Devant lui, il y a Kanter, il y a Sabonis, il y a une vraie concurrence, on l'avait dit. Il y a Jeremy Grant qui est très fort sur le poste 4, même s'il se décale un peu en 3. Non, il y a des mecs devant lui, et en plus qui sont bons. La saison va être longue. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé Ilyasova pour qu'il puisse jouer. Il joue plutôt bien. Qu'ils l'ont enlevé. Moi, quand ils l'ont transféré. Quand tu récupères Jeremy Grant, je me dis pas que c'est la passe à l'Auvergne. C'était personne avant les 3 derniers mois.
Ah bon, ok, d'accord. Jérémy Grant de Philadelphie. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de trucs, qualité athlétique. Maintenant, là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'était improbable. Tu sais que j'ai quelques sentiments pour toi, mais au bout d'un moment, quand tu me dis qu'il récupère Jérémy Grant juste pour faire la place à Geoffrey Lauvergne, et que Jérémy Grant, on ne sait pas qui c'est, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est un athlète de fou qui correspond parfaitement au jeu de Kessie et le rythme que met Westbrook. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Auvergne fait clairement les frais, notamment de ce mec-là. Mais il fait les frais d'une explosion. Mais non, mais attends. Ils l'ont Jérémy Grant. Ils l'ont mis sur le parquet direct. Mais parce que, attends, ils viennent de l'avoir. Normalement, ils le font jeu, ça me choque pas. Ça se trouve que, tu vois, il y a une vraie progression. Toute sa saison rookie, pardon, on s'est pas dit, ouais, ce gars-là, c'est un talent de fou. Faut pas non plus déconner. Mais là, je te dis toujours pas que c'est un talent de fou. C'est un mutant incroyable et qui s'est bien trouvé à OKC. Sauf que là, il est pas que mutant. Il met des tirs, il joue beaucoup, il a un truc. Il s'est trouvé à OKC. Et donc, c'est un problème pour son éclosion. C'est un problème pour Geoffrey Lauvergne, c'est plus dans ce sens-là. Plutôt que de dire ils l'ont pris pour le faire jouer. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc. Non, je crois pas. Je ne crois pas, non. Alexis Agença a lieu aux Pelicans. Ah, ben ça va bien. Ça va bien, Alexis Agença. Il est titulaire, il met des points. Eh ben, c'est très bien pour lui. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il espère de plus dans cette équipe de naze des Pelicans? Au moins, il est titulaire. Enfin, Alvin Gentry a fait un vrai choix. Il le fait jouer. On sait qu'Alexis Agença a du talent. Et quand il joue ce mec-là, ben, il met des points. Clairement. Non, mais tu as raison. Hein. Sur les derniers mois, sur les derniers matchs, il est dans le 5. Il a du temps de jeu beaucoup plus qu'avant. 16 points, 8 sur 12, un truc comme ça. C'est un meilleur match de sa saison. Il joue avec Davis. Bon, bah voilà, hein, tant mieux. Et puis le petit dernier de ce classement, c'est Timothée Luwawu qui lui est aux Sixers. Bon. Il apprend le métier, lui, voilà. Avec Jojo Embiid, ton copain. Voilà. Notre ami, Jojo Embiid, bah écoute, il joue pas toujours non plus, mais il apprend là. Il a 6-7 minutes. Non, mais c'est un cas à part. Devant lui, il y a Anderson. Nick Kostas et Gerald Anderson. Voilà, il apprend un petit peu avec certains vétérans. C'est un peu trop pour faire un bilan sur lui. Oui, il apprend le métier. Voilà pour le French Kiss. J'espère que vous n'avez pas été déçus de ce petit French Kiss. Bon, on passe au All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Comme toutes les semaines, dans la rubrique All-Star par All-Star, on vous parle de l'info qui nous a un petit peu titillé, chatouillé, même désabusé. Mais là, pour commencer, c'est plutôt les All-Stars. Alors moi, l'All-Star, je vais dire un truc qui va surprendre pas mal les gens. Ça va être Kevin Love. Parce que suite au débat dans le First Talk, j'ai vu plein de mecs me tomber dessus. Hey, Kevin Love, tu l'aimes pas? Alors vous l'écrivez mieux que ce que je viens de dire, mais en substance, c'est un petit peu ça. Alors Kevin Love, je vais le laisser tranquille et je vais le citer en All-Star cette semaine parce qu'effectivement, il fait des stats énormes et que Cleveland tourne bien et que c'est un joueur qui a énormément évolué. Donc, je vous promets, messieurs, je ne touche plus à Kevin Love. Rendez-vous en finale de conférence ou en finale NBA avec Kevin Love et on pourra de nouveau redébattre de ce personnage. Pour l'instant, en tout cas, bravo à lui. Il fait une saison énorme et j'espère même qu'il ira au All-Star Game. Voilà, c'est dit. Mais Aaron, tu fais un mea culpa sur Kevin Love? Non, pas du tout. Je dis juste que je note que Kevin Love fait une saison énorme, mais jusqu'à là, je l'avais vu. Maintenant, ce que je lui reproche, c'est pas en saison régulière qu'on peut lui reprocher. Donc, rendez-vous en finale quand il y aura des matchs de bonhomme. C'est le meilleur poste 4 de la conférence Est ou pas? On a le droit de dire non après. Ah bah oui, on a le droit de dire non. Actuellement, parce qu'Atlanta va pas bien et tout, je vais dire oui. Allez, voilà, comme ça, tous nos amis. J'étais convaincu sur le débat. Ne soyons qu'amour. Non, tu m'as pas convaincu, j'attends juste. Tu as dit oui dans les aigus. Hein, j'attends juste ma revanche qui viendra tôt ou tard. Moi aussi, j'attends la revanche de Paul Millsap en finale NBA aussi. Moi, mon All-Star cette semaine. Le mec qui jouait. Le All-Star de cette semaine, moi, c'est le retour de Mike Conley. Mike Conley qui devait le baisser. Avec une défaite. Mais ouais. Mais il est revenu. Écoute, il est revenu, 14 points, 4 passes, il a perdu, ça arrive, mais on pensait qu'il allait être baissé beaucoup plus longtemps finalement, et il est revenu. Moi je suis content pour cette équipe de Memphis, j'espère juste qu'il ne va pas faire dérailler la machine. Par moment, ce qui est très bizarre en NBA, c'est que tout va bien sans un de tes meilleurs joueurs, le mec revient. Normalement, c'est un bonus pour ton équipe qui va bien, et des fois, déraillement total. J'espère pas, a priori. Non, c'est pas le type de joueur. Ah non, je pense pas. Bon, moi, j'ai une bonne nouvelle pour les passionnés de NBA. Ils ne devraient pas avoir de lockout avant 2023 parce que les joueurs, les propriétaires de franchises et puis la Ligue ont enfin trouvé un accord pour se partager les milliards les milliards. Les milliards, de dollars. Tu m'étonnes. Concernant ton pas All-Star. Ah bon, mon pas All-Star, ils sont loin d'être All-Star en ce moment. C'est les Chicago Bulls qui ont fait une semaine dégueulasse avec 3 défaites, dont 2 face à Milwaukee et une roustassimos à domicile face encore à ces mêmes Bucks. Je comprends pas trop cette équipe qui avait fait un début de saison plutôt encourageant et qui est capable de prendre quand même des sacrées sauces. Il y a un vrai problème qui se passe là-bas. Je crois que le cas Rajon Rondo, il faudrait peut-être un jour qu'on se penche dessus parce que je crois que la greffe se passe très très mal. Et Butler White, même s'il s'aime bien, ça se marche dessus. Et derrière, contrairement à ce que peuvent dire certains, les playmakers comme Taj Gibson ou Brook Lopez là, qui vont en rebond offensif pour ressortir des ballons, j'attends encore de voir que ça marche, hein, mon ami? Moi, cette semaine, c'est les Pelicans. Lourd, là.
C'est les Pelicans. Vous savez ce qu'ils ont déclaré là? On se donne encore une semaine pour trouver notre identité. Ils sont sérieux? Les mecs, t'as un nouveau coach depuis 1 an et demi. Il serait temps de trouver une identité, ouais, c'est clair. Encore une semaine, et après quoi? On change de coach. Les Pelicans, c'est... T'as des bons joueurs, t'as quand même un peu de matos, t'as le truc. Ouais. Fébraise, les Pelicans. Il y a les Pelicans qui jouent en ville ce soir. Oui, Fébraise. Senteur marine. Donc voilà, c'est les Pelicans qui me dépriment en fait, tout simplement, cette semaine. Concernant mon Power Star, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est quand même Derrick Rose qui est à l'infirmerie et depuis qu'il n'est pas là, ça fait 3 défaites pour les Knicks. Ouais. Mais il n'est pas blessé, c'est pas possible. Il le met au repos. Il le met pour finir dans un congélo. C'était pour finir le road trip et c'est plutôt bien joué de la part des Knicks. Vaut mieux perdre 3 matchs que de perdre Derrick Rose. Notamment, ils avaient pris des matchs à l'extérieur, ils l'ont mis au repos, c'est plutôt bien vu. Clairement. C'est bientôt la fin de cette émission. On fait un gros bisou bien baveux à tous ceux qui nous permettent de faire cette émission, en régie, la maquilleuse, voilà, gros bisous. Et nous, on ne peut pas vous quitter avant les jeux de mots, l'illumination de cette émission. Je sais que vous l'attendez chaque semaine. C'est Juan. Petite pression cette semaine. T'as eu la pression. Jeu de mots, je sais pas. En tout cas, on va remercier des mecs qui participent aussi au bon déroulement de cette émission. On va commencer. Vas-y, Pierrot, voilà. On va commencer avec Tom Meschery qui joue à Seattle. Et tu sais que sa femme, quand il faisait un truc, quand il s'endormait devant la télé et qui vomissait dans le jardin, elle faisait Meschery. Ok. Voilà. C'était une blague avec un truc au chocolat et de la cerise. Enchaîne, vous êtes nuls. Lui, c'est Dale Shutler qui a pris beaucoup d'oseille dans sa carrière. Il s'est acheté une île et allez la visiter, c'est la Shutler Island. Shooter Island. Ah, je pensais qu'il se prenait des shooters. Bon, oh là bon, allez, c'est bon, je le fais plus. J'arrête, vous êtes nuls. Pire public de France. Attends, c'est nous là le problème? Pire public de France. Même le public des Chevaliers Las Palais, il est plus marrant. Avant de parler du programme de la chaîne, nous avons le gagnant du jeu concours sur Twitter. Le grand jeu pour gagner la Air Jordan 1 Space Jam toute violette qui déchire. Vous avez été plus de 1200 à jouer, c'est super cool, bravo. Donc c'est Sébastien qui a gagné, je vais pas donner son nom de famille à la télé, mais en tout cas c'est NoSafe sur Twitter, bravo à lui. Bravo Sébastien, on va bientôt t'envoyer ta petite paire de Jordan, j'espère qu'il tira. Bon, vous l'avez compris, si vous aussi vous voulez gagner, eh bien, il faut s'inscrire à Twitter, à Snapchat. Il y aura d'autres concours. Il y aura d'autres concours, c'est évidemment, il faut s'inscrire sur la chaîne, au programme, eh bien, tous les lundis, à partir de 2017. De 2017, eh bien, ce sera forcément tous les lundis le First Talk, tous les jeudis le First Day Show, et puis tous les matins, avec les valoches, c'est les breakfast. J'espère que cette émission vous a plu. Évidemment, on vous souhaite de joyeuses fêtes, en compagnie de vos proches, ou pas, d'ailleurs. Mais ok. We wish you a Merry Christmas. Santé proche. Mais non, c'est pas ce que je leur souhaite. En tout cas, nous, on a eu grand plaisir à commencer cette saison. Très bien. Bonne première partie de saison, on est content. Puis on vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt. Ciao.